Bienvenue, mesdames, messieurs. Le Bénin, comme État sécurisé pour journalistes, dans l'exercice de sa profession, l'époque semble malheureusement plus que révolue. Difficile ces dernières années d'exercer librement la profession. Le constat, mesdames, messieurs, est de Reporters sans frontières qui, dans son dernier rapport, aura une fois encore attribué une bien mauvaise note à l'État béninois. 84e en 2018, avec le tollé que cela a suscité, le Bénin est désormais 96e au classement 2019 de Reporters sans frontières en ce qui concerne la liberté de presse. Il aura alors perdu 12 places. RSF 2019, 12 places de perdu pour le Bénin. Énième, camouflé pour le régime. Talon, mesdames, messieurs, c'est le thème en débat ce jour. Le regard de deux professionnels de médias. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Marcel Zoumenou, assistant du DP de la Nouvelle Tribune, analyste, l'homme désormais à bord, une nouvelle casquette, mesdames, messieurs. Il est l'actuel secrétaire général de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. En tout cas, une voix qui comptera désormais. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Et nos félicitations au passage. Merci beaucoup. En face de lui, il n'est plus à présenter, lui non plus, Jos Peso Anago. Il est analyste, directeur de publication du très en vue quotidien d'information, d'analyse et d'investigation, La Dépêche. Jos Peso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Bonjour et félicitations à mon confrère pour sa promotion. Ah oui, on en a vraiment besoin. C'est heureux et c'est tout dire par rapport au professionnalisme dont chaque jour un certain nombre de professionnels font montre encore pour tenir haut le flambeau d'une presse véritablement rayonnante et indépendante, pas s'il y en a encore qui ne jure que par le plume. Revenons au sujet qui nous réunit, chers invités. Le Bénin, mauvais élève en termes de liberté de presse. 2019, moins reluisant que 2018 en ce qui concerne la liberté de presse. Et 2018 qui n'était pas non plus très rayonnant en termes de rapport. En tout cas, sur le terrain d'expression de liberté de presse sous Talon, ces 3 dernières années, ça sent beaucoup plus le roussi. Et pour plus d'un, chaque jour que Dieu fait, l'espace se réduit considérablement comme un pot de chagrin. Et pourtant, les signaux donnés un peu plus tôt, en tout cas avant d'être dans la peau de président, étaient des signaux qui rassuraient, en tout cas pour le moins, Jos Peso Anago. C'est bien l'observation d'un certain nombre de confrères, des signaux qui rassuraient de ce que, pour une fois, le Bénin va gravir des échelons. Mais chaque chose, ça dégringole. Merci, chers confrères. Tout à fait, vous aviez su bien peindre le tableau qui est le nôtre aujourd'hui. En ce sens que, à son avènement, du moins quand le candidat Patrice Talon était en campagne, on était à milieu d'imaginer ce que nous vivons aujourd'hui. Il se faisait passer pour le chantre de la défense des droits humains, des droits, des libertés et de la liberté de presse. Malheureusement, à l'arrivée, on se rend compte que de la coupe aux lèvres, il y a tout un monde. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On se rend compte en l'espace de 3 années qu'en matière de liberté tout court et de liberté de la presse, on a régressé. On a véritablement régressé au point où les indicateurs, les baromètres sont assez éloquents en ce sens. Avec le dernier rapport mondial, il faut bien le souligner, de Reporters sans frontières, qui nous déclasse à chaque fois, la 3e fois de suite. Et la note est bien salée, puisque nous venons de perdre encore 12 points. 12 points, et quand on repart un peu en arrière, et on se demande si ce n'est pas le jour et la nuit. Comment ? Oui, parce que le Bénin, en 2005, je ne vous apprends rien, le Bénin, notre pays, était premier ex-aequo au plan africain, 25e au plan mondial, devant certaines démocraties éprouvées telles que la France, et j'en citerai encore d'autres. Oui, on voyait le Danemark premier,
Et puis après 23 autres pays ou 24 autres pays, c'est le Bénin. C'était une fierté. C'était malheureusement une fierté. Lointain souvenir. Lointain souvenir, mesdames, messieurs, oui, bon, on a rappelé. Et oui, je rappelle là une célèbre phrase qui avait enthousiasmé un confrère. Patrice Talon, élu, disait-il, et avait-il écrit même sur le fronton de son bureau. Patrice Talon, élu président, alors beaucoup de points positifs en perspective lors des rapports de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, sur ce même lieu, il a mis le professionnel des médias avec la tête, les mains sur la tête, les yeux bandés, la bouche cousue. Alors, Marcel Zmenou, le Bénin en est-il déjà là? Professionnel des médias, bouche cousue, yeux bandés, mains sur la tête. Donc plus libre de ce mouvement où on est dans l'essai avec la caricature. On est dans les faits pour parler comme on est dans les Rousseau. faits. On est dans les faits pour parler comme Rousseau. J'avoue que de plus en plus, quand on m'invite à ces genres de débats, je réfléchis pas deux fois. Je me dis, mais à quoi ça sert de venir opiner sur ces questions? Parce que j'ai l'impression de plus en plus qu'on prêche dans le désert. J'ai l'impression que les autorités actuelles ne sont plus sensibles à notre littérature, sur la démocratie, la paix, liberté d'opinion, tous ces belles phrases, tous ces bons mots que nous avons hérités depuis l'historique conférence nationale des forces vives de la nation de février 90. Et donc, on se demande à quoi ça sert de faire. Mais je pense et je continue de dire que ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Et c'est moi ce qui, personnellement, me caractérise dans cette profession. Et je voudrais rappeler aux doyens que ces classements, moi, accueillis quand moi je suis venu dans la presse en 2003, 2004, au moment où il y avait ces classements, et ça fait notre piété. Et moi, je peux dire ici que c'est ces gens de classement qui m'ont moulé. C'est-à-dire, vous venez dans un métier où on dit vous êtes les premiers en Afrique. C'est une fierté. Il faut rester dans cette ligne. Il ne faut pas fléchir. Mais depuis quelques années, je ne suis plus trop fier de cette corporation. Parce que nous sommes devenus pour autant des ripoux. Mais je crois qu'il y a de plus en plus beaucoup de confrères qui s'écartent des objectifs de la profession tout court. Au point où, quand ces gens se présentent devant ces gens de tableau, je me demande s'il faut accuser les autorités ou bien nous accuser nous-mêmes. Ah oui, c'est l'heure des diagnostics. Oui, vrai. je crois que comment le Bénin en est-il arrivé là? Les premières personnes qui sont responsables de la situation, c'est nous-mêmes. Aucun homme politique, quelles que soient les menaces, moi j'en reçois tous les jours. J'en ai reçu tout le temps sous Yahi. Aucun homme politique ne vient tenir nos plumes, aucun homme politique ne vient tenir nos micros. Je crois que nous devons être fiers de ce métier et résister. Tenir bon devant tous les varcams, devant toutes les menaces, devant toutes les pressions que nous recevons, c'est ça qui fait de vous un bon journaliste. Ce n'est pas le journaliste qui fléchit dès les premières menaces, c'est pas ça qui est le bon journaliste. Et ce discours, je crois que les années qui sont là, et quand nous on est venus, c'était eux que moi j'ai eu la chance de voir Jérôme Adjakou Badou, père à son âme, j'ai eu la chance de voir Clément Ruenoté, c'était une fierté pour nous de voir ces gens. Aujourd'hui, ces gens ne sont plus là, mais nous avons eu la chance de voir les aînés comme Jos Pezo qui tenaient un bon discours. Aujourd'hui, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Nous sommes dans une cabane où c'est le vide. Je crois qu'il faut travailler pour ressusciter cette corporation qui est en train de mourir. Dans la casquette du secrétaire général de l'ODEM, vous êtes certainement aussi interpellé, mais Jos Pezo Anago, lorsqu'on tombe aussi bas après être vu, jugé pratiquement sur le Mirador, on fait comment pour se relever? Merci. C'est vrai, j'ai écouté mon confrère. Il a dit vrai. C'est vrai aussi que quelque part, lorsque les conditions ou le contexte, les conditions et les contextes vous contraignent. Contexte, conditions, vous contraignent. Oui, tout à fait. Et voyez-vous, il a dit quelque chose d'assez intéressant, qu'il faut résister, il faut maintenir le cap en restant journaliste, c'est vrai. Mais il a fait semblant de ne pas ajouter que c'est difficile lorsque vous avez en face des gouvernants qui ont choisi ou qui ont fait l'option, n'est-ce pas, de vous considérer comme de potentiels ennemis ou des gens à abattre. Vous aviez beau être
un bon journaliste, dans la peau d'un bon journaliste d'investigation, de tout ce qu'on veut, analyste et j'en passe, s'ils veulent vous contraindre, s'ils veulent vous avilir, s'ils veulent vous embastiller, rien ne leur résisterait. Rien. Oui. Ça, il y a aussi ce pan de notre histoire qu'il faut bien rappeler. C'est vrai, il y a, comme il a si bien compris, il y a d'autres confrères qui prêtent flanc à tout, et pour ce qu'ils sont, par des appâts dont je ne voudrais rappeler les teneurs ici, ils se laissent aller. C'est aussi une réalité. Mais il y a ceux-là qui, malgré leur histoire, je voudrais, au passage, le confrère voudra bien me le permettre, rappeler le cas, entre autres, de la Nouvelle Tribune. Ah oui, mon confrère et ami Vincent Folly, je lui fais un coucou, mais on ne va pas dire de lui qu'il n'est pas resté journaliste, qu'il n'est pas resté professionnel. Mais aujourd'hui, est-ce que le journal, sous sa forme traditionnelle, paraît disponible? Non. Non. Un matin, des gens ont voulu que ce soit ainsi. Vous dites un matin. Un matin, des gens ont voulu que ce soit ainsi, et non des faits qui ont conduit à ça. Non, je vous en prie, je sais de quoi je vous parle. Mais donc, c'est ça aussi, on peut être contraint par le contexte et par les conditions. Et Nouvelle Tribune aujourd'hui est absent en tant que journal. Que faire pour redorer le blason de la presse béninoise? C'est la problématique qui semble être lancée. Et là, visiblement, en 2 petites interventions, on peut conclure que les responsabilités sont partagées. Alors, la responsabilité du professionnel des médias, qu'on est beaucoup plus tenté de voir très rapidement, nous replonge dans un événement qu'on a vécu ces dernières 48 heures, c'est trop dit, 24 heures. Il s'agit du Kazmi Pedjo, le directeur de publication du journal Nouvelle Économie et chroniqueur dans son domaine, à qui un certain nombre de faits sont reprochés. Pour vous qui n'avez pas suivi un peu ce dont il est question, nous allons plutôt, avec votre permission, chers invités, nous retourner vers l'avocat conseil du confrère en question pour l'écouter. Ensuite, on revient sur ce plateau avant d'évoluer sur le rapport de l'RSF 2019. La régie. J'étais surpris quand je me rendais à la brigade. J'ai pensé que les faits pour lesquels il avait été interpellé, sinon il a été interpellé, n'étaient pas en rapport avec l'exercice de sa profession de journaliste. Malheureusement, je confirme que ce sont des faits qui sont en rapport avec son activité de journaliste. Donc, ce sont des articles de journaux qui sont en cause. Il a été interpellé à son domicile pendant qu'il était avec sa famille. Je regrette qu'il ait été interpellé sans même qu'au préalable, on lui ait donné la chance de prouver sa bonne foi. Monsieur Kazmi Pedjo est un journaliste bien connu de la place, qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Il aurait fallu, pour le respect des droits de la défense, et en raison de ce que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'une condamnation puisse établir sa culpabilité, il aurait été plus simple de lui adresser au moins une toute petite convocation à une date à laquelle il aurait pu se présenter. C'est dommage, mais le mal est déjà fait. L'enquête se poursuit. Il a été auditionné, sa garde à vue lui a été notifiée. Sauf s'il y a de nouveaux éléments qui nécessitent la prolongation de la garde à vue. En principe, quand l'enquête est terminée, on doit le présenter automatiquement au procureur de la République. Donc, a priori, demain, il devait être présenté au procureur de la République qui va décider soit d'un classement sans suite, d'une poursuite avec convocation ou d'une poursuite avec un mandat de dépôt. Voilà la substance de l'intervention de l'avocat juste après l'audition qui a eu lieu. Joseph Pezo Anago. Oui, mais c'est triste. C'est vraiment triste. Voyez-vous, Casimir Pedjo, c'est un journaliste, spécialiste des questions économiques. Il était dans son élément. Et pour le peu que je puis dire ici, il a la maîtrise de son sujet. Je ne lui jette pas des fleurs. Voyez-vous, il est béninois et il a fait son travail. Il a analysé un certain nombre d'éléments avec des données à l'appui.
Restons même dans le cas où Casimir Pédio a commis des erreurs. Restons même dans ce cas précis. Et lesquelles erreurs? On lui reproche d'avoir publié des données fausses sur l'économie béninoise. Mais c'est scandaleux ce que j'apprends. Scandaleux ce que vous apprenez? C'est scandaleux. En quoi est-ce scandaleux? J'assume. Nous sommes dans le domaine des chiffres. C'est mon chiffre contre les vôtres, monsieur le ministre des Finances, puisqu'il s'agit d'économie. Vous estimez que nous sommes à tel pourcentage de consommation du budget ou de tout autre élément en votre possession, vous, monsieur le ministre. Mais j'estime, moi, journaliste spécialiste du domaine, que vous n'y êtes pas. Vous demandez au ministre d'envoyer ces preuves pour qu'on puisse faire un genre de confrontation. Le ministre avait là une occasion en or de me confondre. Mais non, monsieur le journaliste est passé à côté. Voilà les vrais chiffres, voilà les vrais éléments d'appréciation. Mais c'est pas compliqué que ça. Je suis béninois et j'ai absolument le droit de commenter les éléments ou les données économiques liées à mon pays. Même le président, le paysan de Tchoumi Tchoumi. En matière d'accès à l'information, c'est ça. Ce n'est pas seulement que l'affaire du journaliste. J'ai le droit à l'information. Je devrais savoir. Mais écoutez, monsieur le ministre, vous aviez consommé combien? C'est pour être trivial. C'est mon droit. Donc, au nom de ce droit à l'information, le ministre aurait mieux fait de mettre plutôt les chiffres à disposition. Et de s'en tenir. Mais s'il constate que Casimir Pédio n'a pas donné les vrais chiffres, mais il était loisible de venir en faire la preuve. Et puis c'est fini. Puisque demain, il y aura d'autres Casimir Pédio qui vont encore contester les chiffres, mais c'est pour qu'il n'en ait pas qui viendront contester ces chiffres ou ces faits ou la gouvernance que nous vivons, que l'on procède à de l'intimidation. Ah non, si vous dites ça, c'est à croire que l'autorité veut entretenir l'opacité. Or, le régime en place a clamé la transparence, la reddition de comptes. Je ne banalise pas, le débat est assez sérieux. Oui. Et ça m'a arraché un sourire. Et j'assume, je vous dis. Parce que là, moi, j'ai mes mains tendues pour les menottes. Parce que je plaide coupable. Non, il ne sera pas question de menottes. Je rappelle un peu ce que le gouvernement a de tout temps clamé. La transparence, la reddition de comptes. Quel gouvernement il y a au monde qui ne commette des impairs? Dans le cas d'espèce, le spécialiste en question économique estime qu'il y a eu un dépassement à ce niveau. Il y a de fausses informations que le gouvernement a utilisées ou dont le gouvernement nous bassine. Mais c'est son droit le plus absolu de le dire. Et il revient à ceux qui détiennent les vraies informations ou les vraies données de venir le contredire. Je vais recueillir l'avis de Marcel Zumeno qui vous a servi depuis. Marcel Zumeno, voilà un peu le tableau des faits tel présenté par l'avocat conseiller de Casimir Pédio qui a fait en même temps une projection. J'avoue qu'avant de parler de ce pourquoi il a été arrêté, je voudrais m'appesantir un peu sur la manière. On est allé chez un journaliste un matin, aller le prendre, sans lui avoir notifié au préalable les raisons pour lesquelles on veut l'écouter, sans lui avoir adressé au préalable des convocations. Et cette manière dont il a été arrêté, je crois que tout journaliste béninois doit déplorer cela. Tout journaliste béninois doit déplorer cela. Tout journaliste béninois doit contester cela, doit s'insurger comme ça. Et pourquoi? C'est extrêmement grave. Parce que ce n'est pas une méthode orthodoxe de la police. Et je voudrais demander à la police, ça j'ouvre une parenthèse pour demander à la police républicaine de se comporter, d'avoir des actes républicains. Une police républicaine, ce n'est pas de la Gestapo. Ça ressemble à s'y méprendre comme les méthodes de la Gestapo. L'intéressé n'est pas Aboubakar Tchekaou, il n'est pas un terroriste. Il n'a pas fait poser un acte qui porte atteinte à la sûreté nationale. Il a juste écrit. Encore que, sur ça, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je dis que ce n'est pas une méthode pour inviter un journaliste ou bien arrêter un journaliste. Parce que
au-delà même de toutes les dispositions qui sont dans le code du numérique ou dans le code de l'information, l'intéressé est un journaliste, ce n'est pas un citoyen. On sait comment on peut interpeller un journaliste. Vous lui envoyez une convocation, une citation directe et vous allez au tribunal. Parce que si vous le faites ainsi, c'est comme si vous êtes en train de dire que le débat est déjà fait et qu'il a effectivement donné de fausses informations. Alors que c'est devant un juge que ce genre de débat se fait. C'est un juge qui peut dire, à partir d'un procès, un procès équitable, que l'information que monsieur vous avez servi, c'est une fausse information. Ce procès n'a pas été fait, ce débat n'a pas été fait. Et vous allez chez lui un matin pour l'arrêter. Ce n'est pas digne de notre pays. Et je crois qu'au-delà même des journalistes, tout citoyen béninois doit s'insurger contre cette manière de faire. Maintenant, sur les faits. Sur les faits, oui. Moi, je donne un exemple. La dernière fois, nous étions à la Banque mondiale qui a fait sortir un rapport sur la situation économique de l'Afrique. Et il se fait que dans les débats, on a constaté que le taux de croissance projeté par la Banque mondiale sur le Bénin est différent de celui que le gouvernement béninois donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le dit le doyen Perzo, les chiffres ne sont pas forcément les mêmes quand on fait recours aux sources dont ils viennent. Et à partir de ce moment, le gouvernement a beau avoir ces chiffres. Casmi, qui fait beaucoup de recherches, et je le vois au passage, qui fait beaucoup de recherches sur les données économiques. Il fouille beaucoup. Je le vois, il fouille beaucoup. Il peut avoir détenu ces chiffres d'une autre source qui n'est pas celle du gouvernement. Et ça, c'est une confrontation qui peut nous permettre de savoir d'où il a eu ces sources. C'est au gouvernement, de faire, après ce débat, d'interpeller la source pour dire, mais quoi, là. Casmi ne fabrique pas de sources. Je ne suis pas sûr qu'il est resté dans sa chambre pour fabriquer des sources, pour fabriquer des chiffres, excusez-moi. Donc, c'est un débat biaisé de la tête jusqu'aux pieds, de la manière dont il a été arrêté, et le débat dans le fond est un faux débat. Et moi, je continue de dire, je l'ai dit hier dans un forum avec des confrères, que tout journaliste doit demander qu'on le libère automatiquement. Si on n'est pas capable de s'indigner de le dire, c'est que nous ne sommes pas dignes d'être journalistes. C'est pas bien ce qui se passe. On a suivi des réactions de part et d'autre, mais souvent des réactions d'anonymes et de lecteurs. Les structures fertiles, pour l'instant, en dehors des constats, pas de réaction outre mesure. Ceci pour mieux apprécier le sujet. Quelle étude doit-on en faire? Et pareil, depuis un certain temps, ça bat un peu de l'aile. Oui. C'est vrai que on n'a pas senti effectivement la réaction de nos structures fêtières. Cependant, il y a eu une timide sortie de l'UPMB, le syndicat des journalistes. Je dis timide sortie parce que à lire le communiqué qui a sanctionné leur sortie, on se rend compte que ça fait flop, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'une organisation de cette envergure puisse se déplacer au commissariat de police où notre confrère était gardé et que cette organisation n'ait pu avoir accès tout au moins au confrère, n'ait pas pu tout au moins placer 2 mots avec le confrère. Et puis dans le communiqué, cela se lisait, et moi je me suis dit, mais non, on n'est pas tombé à ce niveau, on n'est pas tombé aussi bas. Et dans un passé encore récent, moi j'ai été d'abord à la tête d'une organisation syndicale de journalistes, l'UGPM, l'Union des journalistes pour une presse indépendante. J'ai été le président, et après on est resté au sein des états généraux de la presse. On n'a jamais vécu un tel affront. Vous estimez que c'est un affront? C'est un affront. C'est un affront fait dans notre corporation. Parce que, à la date d'aujourd'hui, le syndicat des journalistes n'a pas pu véritablement rencontrer Casimir Pédion. Alors, vous voyez, tout à l'heure, il y a mon confrère Marcel Soubenou qui disait qu'on pouvait procéder autrement. Tout à fait, et c'est ce que j'expliquais tantôt, en disant qu'on a voulu intimider le professionnel des médias qu'est Casimir Pédion. On a voulu l'intimider simplement. Sinon, il a donné un exemple, la Banque mondiale. Et tous les jours que Dieu fait ici dans ce pays, nous sommes quand même des Béninois, les chiffres circulent. Et juste quelques
moment après, d'autres chiffres viennent les contredire, et des chiffres imparables. Mais quand on vous dit que au niveau de l'UEMOA, le Bénin a tel chiffre, ou alors le Bénin a telle performance, et puis quelques jours après, vous avez d'autres chiffres qui viennent contredire. Donc le problème posé ne mérite pas qu'on en soit là où on en est aujourd'hui. Non, c'est à moins que l'on ait plutôt d'autres intentions cachées derrière, qui consisteraient peut-être à bâillonner les voix discordantes, les voix contraires à celles que le gouvernement aurait voulu entendre. C'est cela. Là, vous renvoyez encore à Reporters sans frontières. On revient au documentaire, mais avant. Oui, Marcel, vous avez suivi aussi la réaction des structures fertiles, pour ainsi dire. Pour certains, ça a été un service minimum par rapport aux faits, aux actes posés. Oui, tout à fait. Je crois que l'UPMB pouvait mieux faire. Parce que quand on lit le communiqué s'est contenté de raconter, c'était juste des éléments factuels. Et un communiqué d'une organisation à vocation syndicale, je crois que c'est ce qui est écrit dans les textes de l'UPMB. Et moi, j'ai toujours interpellé les responsables pour dire comment vous pouvez dire que c'est une organisation à vocation syndicale au lieu de dire simplement que c'est un syndicat. Donc, moi, j'ai été surpris qu'il n'y ait même pas de traces dans le communiqué où on s'est dit même de la situation. On a juste rendu compte de ce qu'on a fait. Ça devait être automatique par rapport au fait, là. Systématique. C'est indigné, là. C'est indigné demander que... C'est ça, un syndicat. C'est ça, un syndicat. C'est indigné de demander soit libération automatique. Je n'ai pas lu ça et je me dis, mais ça, c'est quoi ça? On a dit de façon laconique que nous suivons l'évolution de la situation. Mais on n'est pas en diplomatie ici. Voilà, on n'est pas en diplomatie. Vous avez vu des confrères diplomates? Oh, plus que diplomate. Oui, donc c'est un service minimum, très minimum. Et je crois que l'UPMB doit reprendre sa plume. En tout cas, nous suivons de très près cette situation. On y reviendra au fur et à mesure de l'évolution. Kazmi Pidio, de la police, sera-t-il très rapidement présenté au procureur? Quelle pourra être la suite? Non, vous reviendrons plus amplement. Revenons au document qui continue de faire couler assez d'encre et de salive. Le dernier rapport 2019 de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, José Perzo Anago fait remarquer que depuis la cession au pouvoir, je vous lis, de Patrice Talon, en 2016, les activités de l'opposition sont très peu couvertes par la télévision d'État, télévision que vous suivez, vous me direz si c'est vrai ce constat, et par les médias. Les médias alors sont, je cite, sous étroite surveillance, par livre d'initiative. Alors, est-ce que ces points pour vous qui êtes à l'interne et qui suivez ce qui se fait, le Reporters sans frontières dans la justesse des faits ou a plutôt des données biaisées, je dirais? Merci, cher confrère. Encore du sourire au coin de l'air. Oui, tout à fait, parce que le mode de fonctionnement de Reporters sans frontières est connu de tous. Il y a des rapports qui se font, qui sont croisés, qui partent du Bénin. Généralement, c'est comme ça que ça se passe aussi pour des organisations internationales. Amnesty et tout le reste. Alors, ces données sont vraies. Ça reflète ce que nous vivons ici au pays et il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai, la presse, certains médias sont étroitement surveillés. Pour ne pas dire en général, tous les médias sont surveillés. Je vais m'expliquer. Même si aujourd'hui, on constate qu'il y a certains médias qui sont dans les bonnes grâces du pouvoir, ils sont aussi surveillés. S'ils ne sont pas surveillés, ils devraient être libres d'écrire ou de dire ou de projeter tout ce qui est diffusable. Mais ce n'est pas le cas. Et il y en a qui ferment les yeux tranquillement sur certains pans de l'actualité parce qu'ils sont aussi surveillés. Donc tout n'est pas relayé. Non. Même si c'est pertinent. Mais pas du tout. La preuve, aujourd'hui, les confrères, nous sommes réveillés ce matin avec une bonne centaine de journaux écrits. Oui. Je veux m'en tenir à ça d'abord. Je vous mets au défi de me relever 10 de ces journaux
qui ont fait cas de l'interpellation, de l'arrestation, parce qu'il a fait les choses par leur nom, de notre confrère Pédio. Alors que... Vous pensez que c'est à dessein, ça? Ou bien il y a des sujets plus lorsque brûlants que vous ça? êtes surveillé, étroitement surveillé, c'est-à-dire que vous êtes obligé de respecter au pouce et à l'œil votre surveillant. Voilà. Le Bénin, à ce niveau-là, bien sûr. Vous répétez votre surveillance. C'est au fait le mot auquel renvoie ce trait, ce bout de phrase de Reporters sans frontières. Vous parlez de surveillance et on s'est dit, mais qui surveille? Qui surveillance encore dans les rédactions au Bénin? Bénin qui a montré vraiment l'exemple. Mais le pouvoir, c'est lui le surveillant. Le surveillant, c'est le pouvoir qui me surveille moi aussi. Ah oui, bien sûr. Le ton que moi j'ai choisi de donner à mon média, ma ligne éditoriale est claire. Lorsque le pouvoir commet des impairs, je ne mets pas Vous attirez l'attention dessus. Je ne mets pas de gants pour le dire. Et à l'intérieur de mon journal, c'est ainsi qu'on peut lire aussi tel préfet a inauguré tel puits ou tel château d'eau et tout ce qu'on veut. Mais c'est cela. Mais je mets un point d'honneur pour dire ce qui ne va pas. Et pour ça, j'en paie un lourd tribut. Vous ne verrez même pas trace de publicité ou d'annonce dans mon journal. Alors que le plus gros pourvoyeur d'annonces ou de publicité au Bénin ou alors sous les tropiques, on sait, c'est l'État et les structures de l'État. Et même certaines structures privées ont peur, n'est-ce pas, de vous laisser passer juste un quart de publicité ou d'annonce dans vos colonnes, simplement parce qu'on risque de les mettre à l'index. Non, Marcel Zmenou, c'est déjà arrivé à ce point-là. C'est-à-dire, vous privez de ce qui peut vous permettre de tourner ainsi, vous n'aurez plus la possibilité de parler. Le Bénin, à ce niveau déjà, aujourd'hui? Oui, je suis resté au poste de rédacteur en chef pendant... En tout cas, c'est pourquoi je vous pose la question. Je sais où il y a même des gens qui vous appellent papa pour vous dire, même si c'est gratuit là, il ne faut pas faire. Oui. Même si c'est gratuit, il ne faut pas faire. Parce que si on fait ça dans ce journal, ça leur crée de problème. Marcel Zmenou, moi, Société Inks, je fais une activité que vous, Nouvelle Tribune, vous trouvez bonne. Bonne, de relayer. Et vous relayez, sans me demander de copec. Je vous supplie. De ne pas écrire parce que cette information dans ce journal va lui créer des problèmes, lui. C'est le support qui pose problème. En 2016, 17, 18, 19, ça se passe tout à fait, au Bénin. Tout à fait. Et pour revenir au sujet, je crois que j'ai suivi il y a quelques mois ou quelques années des responsables d'organisations fêtières s'en prendre l'avant-dernier rapport de Reporters sans frontières. Mais moi, j'ai été surpris parce que je ne travaille pas au sein de cette organisation, mais de loin, je vois que ça doit être un travail sérieux. Parce que en dehors des éléments qu'ils ont, ils envoient des questionnaires à certains confrères. Moi, j'ai souvent répondu à leurs questionnaires. Ils vous envoient un truc de 80, 50, 60 questions et vous répondez. Ils envoient beaucoup d'autres personnes, en dehors même des journalistes. Et ils compilent tout ça. Eux-mêmes ont des représentants sur place qui suivent les choses. Et donc, quand les gens viennent vous dire non, c'est pas correct, moi je pense que ils sont pas sincères. Question de surveillance d'organes de presse relayés par RSF. Oui, presque tous les organes de presse sont sous surveillance. Sous surveillance parce que soit ils ont des contrats qui les empêchent de dire l'information réelle, ou soit ils sont sous surveillance parce que il y a des menaces en cachette et donc ils ne peuvent plus dire certaines choses. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir le visage qu'on a dans la plupart des médias aujourd'hui. Il y a une autre qui fait... En dehors de l'information de Kazmi, encore que ça, c'est un confrère, je crois que normalement tous les journaux devraient mettre ça à la ligne. En dehors du fait que c'est une portion congrue qui a fait chose là, mais il y a une déclaration d'un ancien président hier. Allez regarder combien de journaux ont message. Ça, c'est de l'information. Tout à fait. Dit que le président Boni Yaya a parlé. Je ne sais pas en quoi ça devait gêner quelqu'un. Vous l'avez dit que dans la parution du jour, mais très allez peu sur ont combien accordé. de journaux, peut-être, c'est blackout. Et donc, c'est en réalité les surveillants et les bailleurs qui donnent l'ordre, qui impriment la ligne éditoriale du journal, alors qu'un article du code dit que le journaliste ne doit pas obéir
à des responsables qui ne sont pas les responsables de son organe. Mais moi, j'ai l'impression que les journaux se font ailleurs, pas plus dans les rédactions. C'est l'impression que les journaux se font ailleurs. Se font ailleurs. Plus dans les rédactions. Oui, les rédactions, les rédactions s'occupent de compiler les trucs qu'on leur envoie et de publier. Vous le dites franchement ou bien c'est le rapport RSF qui vous a inspiré? Je le dis franchement et je le dirai partout. Je le dis à certains confrères quand j'ai l'occasion de les voir, je le leur dis. Que ça, c'est pas un article que tu as écrit. Ah bon, puisque vous avez eu déjà l'occasion d'en parler avec des confrères avant ce rapport, et quelle est souvent la réponse à ceux-là qui vous apprécient? Bon, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Nous ne pouvons rien. Si toi, tu es trop courageux, mais bon, nous, on n'a pas ce courage. En plus, les gens nous donnent de l'argent, on n'a pas autre chose ailleurs, on est obligé de faire tout ce qu'ils nous demandent. Ah, encore, les manques financières. Je poursuis avec RSF, avec votre permission, qui semble abonder dans le sens évoqué tout de suite par Marcel Zoumeno, je dis, nous notons des notes de cadrage définissant des angles de traitement relevant très largement de la communication. Et ça, tout le monde peut dire, mais... Non, mais c'est ça ce que disait Marcel tout à l'heure. Oui, quand nous avons lu cette ligne, on s'est dit, on entendait ça dans les rues, mais on s'est dit, c'est pas possible. C'est pas une histoire à dormir debout. Il y a eu des fuites tout récemment. Des notes de cadrage ont fuité dans les médias. Ils sont retrouvés dans la place publique. On a vu un peu comment on procède. Et on dit aux confrères, voilà l'attitude qu'il faut avoir, voilà la posture qu'il faut adopter par rapport à cette information. Et ça vient de la présidente de la République, par exemple. Alors, de la cellule de communication de la présidente de la République. C'est cette note de cadrage, c'est de ça que parle Reporters sans frontières, par exemple. Lorsque vous avez cette note de cadrage, quelle est votre marge de manœuvre? Puisque c'est à l'aune de ce que vous ferez que vous serez rétribué, que le contrat pourra être honoré de l'autre côté. Mais dans ces conditions, est-ce que, oui ou non, il y a surveillance? Vous êtes contingenté. Ceux qui reçoivent ces cadrages sont contingentés et donc sont à l'étroit. C'est vrai, à l'opposé, il y a ceux qui ne sont pas dans ce deal et qui ne reçoivent pas de note de cadrage, mais qui aussi sont sous surveillance parce que ceux-là, on les suit comme du lait sur le feu. Eh bien, on se jette d'abord à chaque parution sur ce qui est écrit. Ou même, alors là, vous savez, il y a un phénomène chez nous, la revue des unes ou la revue de presse sur les autres confrères, à la télé comme à la radio. Mais écoutez, je ne vous apprends rien, chers confrères. Vous observez, vous allez voir, dans le meilleur des cas, il y a certains médias audio qui reprennent ce que vous êtes censé avoir dit, mais qui les travestissent. Ah oui, bien sûr. Bon? Oui, bien sûr. Pourvu qu'on cite la dépêche est allée dans tel sens, mais dans un autre sens qui les arrange mieux. Alors là, c'est dans le meilleur des cas, ça. Mais dans le pire des cas, vous ne paraissez pas du tout. On met l'embargo sur vous déjà vers 22h, lorsqu'on a constaté que votre une est déjà disponible à 23h. Des consignes sont données et le lendemain, tenez-vous tranquille. Vous ne serez pas cité. Des confrères qui étaient même en office ont dû parfois m'appeler pour me dire, pour mes persos, demain, je ne pourrai malheureusement pas parler de ton journal parce que là, c'est trop fort, ton titre là. Mais, et puis, ça passe pas. Alors là, la situation elle est préoccupante, mesdames, messieurs. Comment faire pour s'en sortir? Mais avant, une structure, pas des moindres, en termes de régulation des médias, a été indécée. Marcel Zoumeno, il s'agit de la ARC sous Bonitesi. Indécée une fois encore par ce rapport 2019. Oui, je crois que c'est sous cette RAC qu'il y a eu cette chute abyssale de la liberté. Et l'image que je garde de cette RAC, je crois que, je ne sais pas si c'est en 2017 et 2018, quand il y avait eu les fermetures de SICA, choses là, et l'UPMB avait décidé d'organiser un sitting. J'étais parti pour aller manifester. Mais le président de la RAC a demandé à la police et à la gendarmerie de venir nous déguerpir. On a été conduits, chassés comme des vauriens. On nous a escortés jusqu'à hauteur de la direction générale de la douane. J'ai vu, on était devant et les policiers nous accompagnaient pour nous ramener à la bourse du travail. Et depuis ce jour, j'ai compris
la ligne que CEDRAC a décidé de prendre, et j'ai compris aussi l'option du gouvernement par rapport à la gestion des médias. Et j'ai trouvé que c'était une option totalement en déphasage avec tout ce qu'on a eu depuis ce temps. Et donc CEDRAC, il faut voir, faisons son bilan. C'est sous CEDRAC que Nouvelle Tribune a été fermée, c'est sous CEDRAC que Sika TV a été fermée en temps, et les ondes de soleil brouillées, il y a beaucoup d'autres choses. Faites l'arithmétique du nombre de journalistes arrêtés en si peu de temps, c'est énorme. On n'a jamais eu ça dans notre pays. Et je me rappelle qu'en temps, il y avait eu des condamnations au temps de Kérékou, même début Yahi, qu'on les exécutait jamais, mais actuellement, il n'y a même plus de condamnation. On vous prend, on va vous jeter en prison d'abord. Donc, et le bilan de cette RAC sur le plan de la liberté d'opinion, de la liberté de presse est catastrophique. Et nous souhaitons que la prochaine RAC qui doit s'installer, je crois bien en juillet ou août, si je ne me trompe pas, puisse être une RAC qui puisse rehausser mieux. Parce que c'est constitutionnel, c'est une obligation constitutionnelle. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication est chargée de préserver la liberté de presse. C'est pas autre chose. Noir sur blanc dans la Constitution. Oui, Joseph Peso, Bonitessi et l'équipe avec, en fin de mandat, est-ce que ça augure forcément d'un meilleur rapport entre cette structure fêtière et les hommes des médias, où le Bénin a encore un grand défi à relever dans ce sens? Mais si on parle de la RAC qui va bientôt faire place à une autre mandature, c'est de ça que vous parlez. Cette RAC, comme l'a dit mon confrère, s'est illustrée par la prédation même de la liberté de presse. C'est dommage. C'est-à-dire, la RAC s'est illustrée dans un rôle qui ne devrait pas être le sien. Son rôle était, comme l'a rappelé mon confrère, la défense de la liberté. Mais cette RAC n'a pu malheureusement pas réaliser ce défi et s'est illustrée tout au contraire dans un autre chapitre qui était plutôt la prédation du peu de pans de liberté que nous détenons encore. Et donc c'est dommage. Situation des hommes de médias au Bénin ces dernières années et les projections à faire pour l'avenir. Qu'avez-vous envie vraiment de dire, ou quel vœu voudrez-vous bien formuler dans ce sens? Je voudrais formuler ce vœu-ci et dire aux autorités, parce que nous, qu'on le veuille pas, nous allons refléter la dynamique, la vision que nos gouvernants ont de la presse, de la liberté de presse. C'est-à-dire, nous, on a beau voulu être une presse indépendante, si les gouvernants en veulent autrement, ça ne pourra pas marcher. Alors donc, moi, je voudrais souhaiter qu'il est encore temps pour mieux faire. Nous pouvons encore regrimper, nous pouvons encore rattraper le retard que nous avions accumulé. Nous pouvons encore gruger un peu sur l'avenir et améliorer notre performance. Mais ça dépendra aussi bien des gouvernements en priorité et de nous autres professionnels des médias, pour peu que nous ayons à l'esprit que la liberté, il n'y a rien de plus précieux. Rien de plus précieux que la liberté, oui, Marcel Zoumeno. Non, je crois qu'il y a de l'espoir si les gouvernants en premier travaillent à laisser les journalistes faire le travail. Je crois qu'il y a un effort à faire à leur niveau pour laisser les gens faire, parce que le journalisme c'est un métier, c'est pas autre chose que ça. Donc laisser ceux qui ont appris ça faire leur travail, c'est très important. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous devons réfléchir à trouver un mécanisme de financement, je ne sais pas quelle forme de financement, mais s'il ne soit pas celui qu'on a aujourd'hui pour la presse, c'est très important. Et enfin, troisième chose, je voudrais dire aux confrères qui m'écoutent que si nous devons sauver la corporation, c'est nous-mêmes. Il nous faut résister à toutes les pressions, il nous faut rester nous-mêmes, travailler, faire du professionnalisme, et quand nous allons résister, tout pouvoir, quels que soient les 16 axes sur nous, à un certain moment, ils vont comprendre que ces gens, ils sont eux-mêmes, ils tiennent bon, et ils finiront par s'adapter. Comme moi, nul ne saura faire votre bonheur à votre place. Marcel Zoumeno, merci. Merci également à vous, Jos Peso. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, on s'en arrête là pour ce numéro de 100% Bénin avec ferme conviction qu'on se revoit
très bientôt. Cette citation, enfin, avant de vous fausser compagnie, elle est signée de l'écrivain, poète et aviateur et poète français Jean de la Bruyère. Je le cite: on ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses grandes qualités, mais par l'usage qu'il en sait faire. Merci d'être des nôtres. À très bientôt.